Noble cerf, depuis le début, tu vis aux côtés des hommes. Tes ancêtres ont vu tomber leurs aïeuls et leurs enfants ont vu naître les tiens. Cette imposante stature, massive, solide et droite, ce brame puissant, voix de la force sauvage, cette couronne d'os, éphémère apanage que tu vois s'évanouir pour mieux renaître année après année. Ton corps entier est prétexte à l'imaginaire. Et pour l'animal le plus noble, il faut la plus noble des chasses. Celle qui depuis des siècles fait trembler le sol de ses sabots, fait vibrer l'écorce au son de ses corps et t'emmène à travers troncs et racines dans une course pour les honneurs. Tu es l'éternelle renaissance, l'incarnation virile, l'arbre qui marche, le roi des forêts. Alors moi, je commence par organiser ce qu'on appelle le bois le matin. Donc j'ai rendez-vous en forêt avec on est une dizaine de sympathisants ou de membres de l'équipage, de façon à rembûcher un cerf que nous allons chasser. Alors on a un langage un peu ésotérique. Rembûcher, ça veut dire repérer à peu près le cerf que l'on risque de chasser. C'est pas une science exacte, c'est assez compliqué à faire. Ça a pour but de faciliter le déroulement de la chasse pour les chiens, de sélectionner plus ou moins le cerf qu'on va chasser, suivant l'intensité avec laquelle, enfin c'est tout un art, hein, avec laquelle le chien lui donne la rentrée du cerf. Lui, il évalue en voyant le pied du cerf sur le sol. Suivant la connaissance de son chien, suivant l'intensité avec laquelle il dit le cerf rentre là il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a probablement 2 cerfs.
Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le rapport, qui est un moment un peu solennel. Rapport où on décide vraiment de l'endroit où on va aller. C'est-à-dire que les valets de limier me disent devant tout le monde ce qu'ils ont fait le matin, ce qu'ils ont vu, etc. Et ensuite, je choisis l'endroit ou le cercle qu'on va essayer d'attaquer. Il est quasiment au complet. En tout cas, les têtes sont là, notamment son emblématique maître d'équipage, M. Lézard, que vous plaisir de voir. Oui, oui, 30 jours. Voilà. Bon, cela dit, c'est toujours anxiogène d'accueillir un autre équipage parce qu'on n'est pas sûr de rester en forêt. Si on quitte la forêt, on devra arrêter la chasse. C'est malheureusement devenu le lot de toutes les forêts domaniales de France. Donc je suis désolé, Christophe. On sait ce qu'on sait. Malheureusement, on est tous habitués à ça. Bon, prions Saint-Hubert pour que ça n'arrive pas. Bon, les consignes sont toujours les mêmes. Il est hors de question de boucher quelque route que ce soit avec les voitures. Si nous sortions la route de Poitiers-Bonneuil, les voitures dédiées à cette tâche vont sur la route pour faire ralentir la circulation parce qu'elle circule énormément. Concernant les propriétés riveraines, nous avons depuis le début du mois de mars le droit de suite dans la propriété du Fou. Monsieur Bonnet laisse passer les piqueux, les chiens, ne souhaite pas que les vélos, les voitures et les chevaux passent dans sa propriété. C'est tout petit, c'est un couloir. Les jaunes, mettez-vous à disposition du verre, ils connaissent, on fait le tour rapidement et ça se passe très bien. L'émotion mettra. Bon, la chasse. Nous avons le plaisir d'avoir pas mal de cerfs au rapport ce matin, notamment Guy Proutot qui a connaissance de 3 cerfs dans la chemise blanche. Paul Chatagnon a aussi connaissance d'un cerf dans le pinail. Voilà. Je pense qu'on va, si Christophe est d'accord, frapper à la brisée de Guy Proutot. Si ça n'allait pas, on se dirigerait sur la brisée d'Antoine Baron. Pour se déplacer jusqu'à cette brisée, on va partir en convoi à cheval d'ici. Et les chiens vont partir en camion, nous les prendrons au carrefour de la fosse aux loups. Ils nous sonneront le départ pour la chasse, et puis nous partirons à la chasse. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une excellente journée. On a plus ou moins de kilomètres à parcourir avec eux pour aller jusqu'à ce qu'on appelle la brisée. C'est l'endroit où le valet de limier donc, soit a vu un cerf rentrer, soit c'est l'endroit où son chien lui a indiqué qu'il y avait un cerf qui rentrait à cet endroit-là. Ensuite, on essaie de trouver ce dit cerf, puis on le chasse. Ce sont les chiens qui le chassent ensuite. On sait à peu près à quelle heure on part, on sait à peu près d'où on part, mais on ne sait jamais où on arrive. Il n'y a pas deux chasses pareilles. C'est le cerf qui commande la chasse ensuite. Celui qui s'en va, qui s'enfuit, qui court, qui ruse, et donc ensuite nous on suit ou on essaie de suivre. Et la principale ruse du cerf, c'est le change. C'est-à-dire, il va essayer dès le début de livrer un autre cerf pour le faire courir à sa place. Le but étant donc de livrer cet autre cerf au chien, notamment au jeune chien, qui s'empresse de courir derrière cet autre cerf, pendant que lui, le cerf que nous avons attaqué, va s'éclipser à droite, à gauche, ou se coucher par terre, laisser passer les chiens sur lui. Allez, Taillot! Allez, faut le filmer! Regardez dans le chemin.
Et hop là. Aïe. Bois cassé. C'est notre cerf, ça. On sait pas. Il était C'est quand un même. cerf qui a un bois cassé, ça. Oui. Il était quand même en forme, mais il n'était pas sombre. Il est pote, hein. Il est pas fatigué. Hein. Il n'est pas fatigué. Pas fatigué du tout. Allô. Il est sec, il tire pour la main. Ah bah oui, c'est affreux. Qu'est-ce qu'il fait là, son téléphone? Non mais quel court. Ça paraît plus court que... Un cerf, s'il ne trouve pas le champ, ensuite il va chercher à ruser dans l'eau. Quand un cerf arrive dans l'eau, il faut savoir qu'il n'y a plus de sentiment pour les chiens. Ils ne sentent plus l'odeur du cerf. Donc là, c'est un peu, les chiens s'arrêtent. Ils vont d'eux-mêmes vadrouiller sur 300 ou 400 mètres pour essayer de retrouver la sortie de l'eau. Son sentiment dérive au fil du courant si c'est un ruisseau. Et là, nous, c'est là où l'homme intervient. On va commencer à aborder la rivière d'un côté, puis de l'autre, sur une certaine distance. Puis quelquefois, on ne trouve pas la sortie parce que le cerf a fait 4 ou 5 km dans une rivière et qu'on ne va pas au-delà. Il aura pris une telle avance que la journée sera perdue pour nous et gagnée pour lui. Hop, merde. C'est le mêlé de tout à l'heure. Voilà, je fais plus rien, là, mon pauvre ami. Ouais, mais t'as vu? Non, mais c'est bien. Ouais, il devait se coucher là-bas. Non, il était pas couché, il était parti déjà. Qu'est-ce qu'il raconte comme baratin encore? Là, il a moitié à jeun. Je vais remonter jusqu'à mon arrière-grand-père qui a commencé à chasser le lièvre, puis le cerf, et puis ensuite mon grand-père avec mon oncle, et puis ensuite mon père et ensuite moi-même. On est la 4e génération. Et les suiveurs, c'est pareil. On est à la 4e génération de suiveurs. C'est des gens qui vivent à la campagne, ils n'ont pas trop d'occasion de rencontrer les autres. Il faut toujours un support. Et là, le support, il se trouve que c'est la chasse. Alors leurs grands-parents y allaient, leurs parents y allaient, eux continuent. Du coup, il y a des gens qui sont mariés entre eux. Enfin, voilà, c'est toute une grande famille. Allez, Taillot, dans le champ. Ah puis là, direct la réserve, de toute façon, ça c'est... Chaque équipage a un peu ses spécificités, son historique, ses traditions. Nous, à l'équipage du Couvatou, ça se passe comme ça. On mène les chiens, mon frère et moi, qui est mon adjoint. Donc on s'occupe de la chasse. On est aidé par notre piqueux Marcel. On s'occupe de l'élevage ensemble. Et ensuite, c'est lui, j'allais dire, l'homme de l'art au chenil, qui s'occupe des chiens au quotidien. Lui, c'est son métier. Chaque chien a un rôle dans la meute. Un rôle, non pas qu'on lui a désigné, mais de par ses propres compétences, il va un peu se spécialiser. La veille de la chasse, je me retrouve systématiquement avec Marcel, et on établit la liste des chiens qui vont aller à la chasse le lendemain. Lui, il vit avec les chiens au quotidien, il voit le chien qui est en forme, celui qui ne l'est pas, celui qui a besoin de récupérer, celui qui au contraire est trop fougueux, a besoin de chasser plus. Ça, c'est le rôle de Marcel, le piquet.
toujours des chiens qui sont... Il y a toujours le chien craintif, le chien hyper gentil, il n'y a pas moyen de s'en défaire, il y a toujours des... Ils ont tous un comportement différent, tous. Ah oui, oui. On n'appelle pas ça la queue du chien, on appelle ça le fouet. Alors, on fait ça à la tondeuse, là, pour pas qu'il y ait des grands poils qui pendouillent. Oui, vermifuge, la vaccination, tous les ans. Le vermifuge, c'est 4-5 fois par an, le vermifuge. Ah oui, oui. Ah non, ça fait mieux. Des fois, ça arrive de se lever la nuit, mais rarement. Une fois ou deux par an, pas plus. Hein. Au mois d'août, des fois, ça arrive. Alors là, quand je me lève la nuit, je prends le jet, là, je les arrose tout simplement. Ah bah là, ça tourne maintenant. Hein. Ils n'aiment pas la flotte. Hein. Ah, ça y est, c'est calmé. Comme les colères de bébé dans le temps, un seau d'eau. Flau. Eh si. Un travail phénoménal qu'il y a à faire là, en amont. Hein. Avant de sortir de là, il faut vraiment qu'ils soient aux ordres, hein, parce que c'est pas là qu'ils apprennent à chasser, mais c'est là qu'on les met aux ordres. Il faut que les chiens soient capables de détecter l'odeur. Ils ont l'odeur de leur cerf et ils n'en chassent pas un autre. Enfin, pas tous les chiens. Les jeunes chiens, évidemment, ils vont repartir sur un autre animal comme ça s'est passé aujourd'hui là. Si vous courez un cerf une demi-heure, l'autre une demi-heure, vous arrivez le soir, les chiens sont... Vous n'arriverez pas à forcer un animal, enfin à prélever un animal. Je n'y ai. C'est ce qu'il y a de plus joli dans les chiens. Quand les chiens emmènent une voix, d'un seul coup un autre cerf qui gicle, ça bouge pas. Ça c'est beau, hein. Ou un autre cerf qui passe comme ça, les chiens, ils filent, on a vu ça plusieurs fois, ça c'est magnifique. C'est un peu toute ma vie. Depuis gamin, mes parents se sont rencontrés à la chasse. Moi j'ai arrêté de chasser entre 6 ans et l'âge de 18 ans pour faire mes études, et puis j'étais pas dans la même région. Et j'ai attendu mes 18 ans, mon permis de conduire, pour pouvoir retourner vite fait à la chasse, et depuis c'est 3 fois par semaine. Mes premières passions, c'est le chien. C'est le chien, en plus je suis éleveur, donc je sais ce que c'est que d'avoir des chiens. Et le chien, l'instinct du chien, après le cerf, l'animal, le roi des forêts, etc. J'ai une passion pour le cerf que je suis à toutes les saisons, que ce soit à la chasse, que ce soit en dehors de la chasse, été comme hiver, etc. En France, à l'étranger. J'ai vraiment une passion pour cet animal-là. Je les connais, j'en ai qui vivent autour de la maison, donc je les suis. Et ça ne m'empêche pas, même en les connaissant, même en les individualisant, parce qu'on les reconnaît, de pouvoir les chasser et de les prendre. Parce que leur vie n'est pas faite de mourir de vieillesse. Leur vie, c'est de vivre suffisamment et après d'être pris par le sauvage. Il est remonté de l'autre côté. Il est remonté en petite forêt, Dominique. Là, ça, vous entendez comme ça crie? C'est magnifique. Oui, bien. C'est quand même beau, regardez cette temps, c'est magnifique. Vous voyez la corne, ils doivent le voir, donc il vient vers nous, je pense. Observer un cerf, c'est quelque chose de très compliqué. Si on veut le faire très bien, c'est très compliqué. Il faut une énorme expérience. Le faire très bien, évidemment, c'est que ça se passe de façon la plus brève possible. Là encore, on est avec du vivant, c'est compliqué. Ça se passe dans des étangs, ça se passe dans des endroits souvent compliqués. Mon frère et moi, on fait ça depuis qu'on a 15 ans, 12 ans.
Moi, ce que je ressens, c'est en fait, à partir du moment où le cerf est à notre portée, etc., c'est que la chose se termine le plus vite possible, c'est tout. Avec le moins de souffrance pour l'animal, mais on ne raisonne même pas à ce moment-là. On se promène. Pas du tout. C'est parce qu'il pense que c'est bête, mais quand il se met dans l'eau, il pense qu'il est préservé. Ça ne va pas l'atteindre. Prenez plutôt les chevaux là-bas, c'est pas joli. Les chevaux là-bas, c'est très très joli. C'est triste le ballon. Tu vois le cerf? C'est la chasse. C'est la chasse, c'est la vie, c'est l'amour. C'est comme ça. Pour nous autres, c'est pareil. Et chacun un bois, et puis c'est... Eh oui. Oui, et quand l'animal est Noble cerf, aujourd'hui tu es pris, demain peut-être pas, c'est ainsi. Quand la forêt s'endort, ses alentours s'éveillent, et autour de ton être s'élève un chant nouveau. Alors le collectif Havas a été créé il y a 2 ans. Ça a été créé en 2017, début 2017, par des riverains qui en avaient marre en fait de la chasse à courre et de l'occupation sans concession des équipages qui prennent en otage en fait simplement les villages, les habitants, les gens qui vont travailler. Et aussi, bien sûr, pour lutter contre la souffrance qu'ils peuvent infliger aux animaux qui vont traquer pendant une journée, pendant plusieurs heures. Et donc on a commencé à suivre petit à petit les chasses jusqu'à ce que, très rapidement en fait, puisque bon, au final les équipages de chasse à courre, surtout avant, ne faisaient pas attention. Et au bout de quelques chasses, en fait, ils ont envoyé un cerf dans un jardin à la Croix-Saint-Ouen. Mais c'est une liste, ça. Non mais sérieux. Mais ils vont pas le faire sortir normal, ils vont le tuer. Bah oui, mais ils ont l'accord de monsieur pour rentrer, soi-disant. Et là, les gens ont commencé à écrire en masse pour rejoindre le collectif. Et donc c'est là que tout est parti. Et depuis, il n'y a quasiment eu aucune semaine sans que, ici en forêt de Compiègne, il n'y ait pas une chasse qui soit suivie par des militants d'Havas. À la gauche, ça sert à rien d'y aller nous, les piétons vont se suivre. C'est parti. Là, une fois que cette première saison pour Havas s'est terminée,
effectivement, ils ont eu les 5 mois de l'intersaison pour s'organiser. Et là, ils ont mis en place des équipes, donc avec des gilets jaunes, mais qui n'ont rien à voir avec les autres gilets jaunes. Là, il y a écrit « J'aime la chasse » derrière, ils ont le logo de la société de vénerie. Donc si on les écoute eux, c'est pour nous encadrer, puis éviter qu'il y ait des problèmes en forêt ou de la violence entre opposants à la chasse à courre et partisans de la chasse à courre. Bon, en fait, clairement, ils se sont organisés peut-être pour éviter les violences et qu'on ait des images de violence de leur part, mais c'est aussi pour nous masquer, pour nous empêcher de filmer ce qu'on a filmé l'année dernière. Oh putain, ils vont le noyer. Comment on fait pour aller de l'autre côté? Là, il faut passer là, sur le chemin. Là, il y a moyen. Doucement, regarde, il va très vite, regarde. Allez, vas-y, nage. Vas-y, allez, nage. Allez! Venez, on va de l'autre côté, il part de l'autre côté. Ils l'ont! Non! Lâchez-le! Allez, mon gars! Allez, vas-y, allez! Allez, viens! Ouais, c'est bien, allez! Prends le courant! Allez, prends le courant, allez! Laissez-le! Ils sont en train de les noyer, regardez ça! Regardez ça, ils sont en train de les noyer! Lâchez-le! Dans l'aine devant tout le monde. Quel plaisir vous prenez à regarder la mort comme ça d'un animal qui n'a rien demandé à personne? Quel plaisir vous prenez? Vous avez détruit une ville pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Pour le spectacle. Uniquement pour ça. On va sortir l'animal de l'eau tranquillement. Tranquillement, vous l'avez tué tranquillement aussi. On l'a chassé tout à fait réglementairement dans toutes les règles de la... La faune sauvage, elle se répartit en 2 catégories, les proies et les prédateurs. Ça fait des centaines de milliers d'années que les cerfs, les chevreuils et les lièvres et les lapins sont l'objet de la prédation. Ce sont d'ailleurs des herbivores. Et comme ce sont des herbivores qui doivent se nourrir en mettant la tête par terre, leurs yeux se sont développés pour regarder sur le côté. Vous, comme moi, nous sommes des carnivores, donc on a des yeux pour regarder devant, pour cibler la proie qu'on veut attraper. Bien sûr, on sait bien que l'homme doit se nourrir, qu'on connaît l'évolution de l'espèce humaine, on s'est quand même renseigné, on a été à l'école comme tout le monde. Certains font le choix de continuer à manger de la viande, d'autres ne le font pas, mais bon, ça c'est un choix qui est d'ailleurs personnel et ne regarde pas le collectif. On ne milite pas contre ça, c'est par rapport à l'acte et la pratique telle qu'elle est menée, telle qu'elle est faite. Les herbivores, qui sont la proie des carnivores de toute éternité, ont développé des capacités physiques pour résister à leurs prédateurs. Aujourd'hui, on a coutume de dire que à la chasse à courre, on prend un animal 1 fois sur 4. Oui, donc 1 fois sur 4, effectivement, les animaux s'en sortent. Mais bon, enfin, ils s'en sortent, on n'en est pas sûr, parce qu'une fois que tout le monde est parti, enfin, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'un cerf qui a été traqué pendant plusieurs heures, il ne va pas forcément s'en sortir, même s'il est gracié, comme ils disent. Ensuite, on lui a quand même infligé plusieurs heures de souffrance qui sont complètement inutiles. Vous enfermez votre cheval dans un box sans sortir pendant 3 mois, en lui donnant rien à manger, rien à boire, ça c'est de la cruauté. Vous placez un être vivant dans des conditions où ses aptitudes physiques ne lui permettent pas de se battre. Voilà. Ça c'est la vraie définition de la cruauté. Et bien en face de ça, il n'y a pas la vénerie. Parce que la vénerie s'exerce en milieu ouvert et on place les animaux qu'on chasse dans des conditions auxquels ils sont préparés depuis des centaines de milliers d'années, puisque ça fait des centaines de milliers d'années qu'ils fuient leurs prédateurs. Oui, c'est la nature. La vénerie, c'est pas la nature. La vénerie, c'est aujourd'hui, c'est une vingtaine de cavaliers, c'est jusqu'à 60 chiens, c'est 30-40 4x4, c'est 20 bonhommes qui suivent en vélo. Enfin, c'est pas la nature, tout ça. C'est une nature qui est sacrément dopée au diesel, quand même. Le cerf, eh bien, quand il est aux abois, c'est-à-dire quand il arrête sa course, quand il a cessé sa course parce que les chiens l'ont rattrapé, parce qu'ils sont mis à bout de toutes ces ruses, à ce moment-là, c'est l'homme qui va intervenir pour mettre fin à la chasse et servir l'animal. Là aussi, on emploie le verbe servir, mais c'est l'homme qui tue l'animal à ce moment-là très vite. L'idée étant que ce moment-là se passe très vite et le plus proprement possible. Quand un cerf se fait daguer et qu'on entend son cri à ce moment-là, enfin, c'est de la souffrance.
clairement. Enfin, Pas leur souffrance, mais leur mort, parce qu'un animal ne souffre pas, qu'un cerf ne souffre pas pendant la chasse. Pour vivre une minute de plus, un jour de plus, c'est un marathonien. Voilà, il court. Et là, Est-ce qu'un marathonien L'année dernière, je sais pas, d'accord. Je pense qu'on restera des cerfs en forêt. L'année dernière, c'est vraiment une pratique qui me dérange. J'ai habité toute ma vie en lisière de forêt. Et toute ma vie, j'ai pu voir tous les ans 60 000 € passer derrière l'habitation des indemnités, morts. Et les équipes de chasse à cour n'auraient pas pu bien profiter de leur bail. Et pour la population et pour les animaux. Donc, bah voilà. Noble cerf, te reconnais-tu encore dans les peintures d'autrefois? Leur hommage à ta course, délavé par le temps, laisse maintenant à certains une vision amère. Partagés par ton brame, leurs silhouettes s'en mêlent. Les nouveaux se soulèvent, les anciens se rappellent. C'est jamais une chose facile, la mort. La mort d'un être humain, la mort d'un animal domestique, la mort d'un animal sauvage, c'est jamais un moment facile. C'est un moment que nos sociétés ont tendance à tenter d'esquiver de plus en plus. Il y a 100 ans, quand on était enfant, on était élevé à la ferme et on voyait tuer le cochon, 2-3 fois par an. Voilà. On avait 2, 3 ans, 5 ans, on voyait tuer le cochon, il y avait papa, papy qui tuait le cochon, etc. Donc on fait des boudins, déjeuner, etc. Il y avait un rapport à la mort qui était complètement banalisé. Et puis en plus, papy finissait par mourir dans son lit, dans la salle à manger, à côté de lui. Un jour, papy restait avec lui, il était mort. On fait mourir nos vieux dans des hôpitaux. On mange des viandes qu'on achète sous cellophane dans un réfrigérateur de supermarché. On esquive de plus en plus dans la société contemporaine la confrontation à la mort. Et je crois qu'effectivement, s'il y a quelque chose de difficile à comprendre les populations urbaines, c'est l'acceptation de la mort. Pour des riverains. Vous savez, les veneurs ont coutume de se découvrir au moment de la mort d'un animal. Ça peut sembler pour des gens qui sont loin de nos mondes, de nos rites, de notre compréhension de la nature, ça peut sembler dérisoire. Ça ne l'est pas parce que c'est un moment empreint de gravité. Et c'est un moment, effectivement, c'est un moment grave pour nous. La mort existe encore, elle existera encore un moment, celle des animaux, celle des hommes, et nous autres chasseurs, nous autres veneurs, c'est pas un moment qu'on veut esquiver.
déjà, moi qui assiste à des curés depuis ma plus tendre enfant, je ne regarde même pas le cerf se faire manger par les chiens. Pour moi, c'est même plus un spectacle. Enfin, mais non, la personne qui arrive brutalement, qui voit ça, tu vois en fait tu vois la dépouille d'un cerf se faire manger par les chiens. Alors, c'est un premier but, c'est que les chiens ne chassent pas pour rien. Donc ils chassent en fait pour cette récompense-là. C'est une tradition. Ça nous permet de nous retrouver, de sonner, etc. C'est une façon de ne pas prélever un cerf, puis bon voilà, ok, terminé. Donc derrière, voilà, c'est une façon d'honorer le cerf. D'ailleurs, beaucoup des fanfares qui sont sonnés au début de la curée, on retrace la chasse, et c'est pour le cerf. Noble cerf, les ombres n'ont pas fini de danser entre les troncs de ton royaume. Passionné par ta vie, divisé par ta mort. Deux mondes que tout oppose aujourd'hui se rencontrent, liés malgré eux par leur admiration pour toi. Un culte bercé des différences que le temps a laissées, et qu'aucun paradoxe ne saurait faire mentir. Tu es l'éternelle renaissance, l'incarnation virile, l'arbre qui marche, le roi des forêts. Alors biche, on chasse à court ?